Voilà, bonjour à tous et bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes rechargés d'énergie pour ce nouveau quadrimestre qui débute. En tout cas, en ce qui concerne le GRIS, on a un programme bien chargé et bien intéressant qui nous attend pour les mois qui viennent. Je referai un petit topo du programme dans les minutes qui viennent. Comme d'habitude, je vous fais un petit topo de certaines questions clés qui ont émergé dans la séance précédente. Pas exhaustif du tout, mais voilà, certains axes de réflexion qui s'ouvrent à partir de l'exposé d'Olivier Vermeulen qu'on a eu au mois de décembre. Alors, lui, son exposé, il y avait, disons, deux points de focalisation principaux qui étaient le mettre en avant les limites techniques du renouvelable, question sur laquelle on pourra revenir à l'occasion de l'exposé d'Hervé Jeanmart, qui insistera sur cette question, et une réflexion critique sur les axiomes de l'économie classique, donc à partir des 4 cadrans, dont vous vous souvenez peut-être, qui lui venaient du philosophe Ken Wilber, qui permettaient d'élargir la vision du social et de l'humain. Et donc ça c'était un pan de la critique de l'économie classique, et l'autre pan c'était donc toute cette question de la croissance économique et du couplage entre l'économie et l'énergie, question sur laquelle on reviendra à l'occasion des exposés d'Hervé Jeanmart et de Louis Possos, qui mettront l'accent sur, qui essaieront de déployer cette question-là et d'en montrer les enjeux et les questions phares. Alors, une question qui a émergé pendant le débat portait sur la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, dont on disait qu'il courait le risque de remplacer en fait le principe de précaution, qui lui-même est un concept politique et donc qui pouvait à cet égard être vu comme quelque chose d'assez limité, donc parler de responsabilité sociale des entreprises par rapport au principe de précaution qui avait une portée sociétale plus importante. Et on avait clôturé la discussion avec cette question de Philippe Sonnet. Où trouverons-nous les raisons, les motivations de nous auto-limiter, puisque c'est bien de ça dont il s'agit dans une assez large mesure, c'est donc d'auto-limitation, et d'auto-limitation qui doit être menée collectivement. Alors comment politiquement, comment sociologiquement parvenir à mettre en œuvre cette auto-limitation? Alors cette question-là, elle entraîne une autre question qui est celle de la mutation sociale, puisque cette auto-limitation, elle a des conséquences dans différentes strates et différentes sphères de la société. Se pose la question, au fond, comment une société change-t-elle? Qu'est-ce qui est en jeu? Quels sont les mécanismes en cours? Et comment on peut favoriser en fait une transition, une mutation des croyances et des orientations de vie fondamentales des individus dans une société donnée, quoi. Donc voilà, ça c'était un peu le topo pour la dernière séance. Alors, en termes prospectifs, voilà ce qui nous attend pour les mois qui viennent. Donc, aujourd'hui, nous écouterons Patrick Meffroy, que je présenterai un peu plus tard. Le 10 février, nous écouterons Isabelle Cassirs. Alors là, ce sera un peu particulier parce qu'en fait, elle vient avec ses étudiants. Elle a accepté de venir, mais elle donnait cours, et donc elle prend ses étudiants avec. Donc, ce sera dans un autre local, parce qu'ici, ça risque de pas aller. Donc, ce sera au Socrate 43. C'est ici en bas, enfin, j'indiquerai des flèches. Ça restera accessible. Pas dans le sens où on peut s'y rendre, mais suivre ce qui sera oui, parce que c'est la séance introductive de son cours, okay. En fait. Donc je crois que justement elle va en profiter pour donner un panorama assez large de certaines questions, et je crois que ça va s'insérer totalement ici bien dans le GRIS. Donc le titre qui est frais de ce matin, Bonheur et ou prospérité, réflexion sur un dilemme vu du bout en bout. Alors le 24 février, nous écouterons Hervé Jeanmart, dont j'attends toujours le titre, entre parenthèses. Tu auras le matin aussi. Ah non, pardon. Oui, mardi prochain au matin. Non. Alors, le 31 mars, nous écouterons Louis Possos. Son titre, Le poids de la contrainte énergétique sur la décroissance économique. Le 21 avril, nous organiserons une journée complète, donc vous pouvez la bloquer d'ores et déjà dans vos agendas, parce que ce sera une journée à ne pas manquer vraiment dans l'année 2015. Donc une journée de séminaire sur les questions qui nous intéressent ici, les questions d'écologie, de transition, avec vraiment plutôt un éclairage philosophique, mais qui ouvre sur l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que les invités, ce seront probablement des philosophes. On vient d'être mis au courant qu'on avait obtenu le financement FNRS, donc ça c'est chouette. On va voir maintenant qui on peut... Voilà, l'échéance est quand même assez courte, donc qui on peut inviter. Mais on essaiera qu'il y ait chaque fois des répondants qui viennent d'autres disciplines pour que ça reste accessible à une discussion interdisciplinaire.
Et le 5 mai, nous aurons la chance d'entendre Olivier de Scutter, dont je n'ai pas encore de titre non plus. Je vais lui envoyer un mail tout à l'heure pour les rappeler. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons écouter Patrick Meffroy, qui est chercheur FNRS, qui est rattaché au Earth and Life Institute. Alors chez vous, tout est en anglais. Georges Lemaître, Centre for Earth and Climate Research, le TECLIM. Alors il a lui-même une formation assez interdisciplinaire, comme en fait pas mal des gens qui sont venus au CRIST, je constate. Parce qu'il est docteur en géographie, mais il a aussi fait un DEC, DEA en sociologie. Et il a fait une année de master complémentaire en écologie humaine à la VUB. Donc voilà, ça lui donne une palette quand même d'éclairage sur la question qu'il va nous présenter aujourd'hui. Donc le titre de son exposé, c'est « Mondialisation, compétition pour l'utilisation des terres et transition ». Alors, j'ai essayé de voir comment ça s'inscrivait dans cette coupe en strates avec laquelle je reviens chaque fois pour essayer de situer les discours et les différents exposés. Donc je pense que c'est pas vraiment, c'est plutôt, je ne sais pas si vous vous rappelez en introduction, j'avais présenté les strates et puis j'avais exprimé qu'il y avait des questions transversales. Et je pense que c'est plutôt ces questions transversales dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire, et précisément celle-là, donc les questions de géopolitique, des mouvements migratoires, donc associées ici à l'utilisation des sols, les questions de gouvernance et d'adaptation du modèle politique, et probablement aussi de justice environnementale. Voilà. Que je me suis imaginé, c'est ce dont je me suis imaginé qu'on allait parler aujourd'hui. Mais voilà, je te cède la parole, on verra si mon pronostic est vrai. Si je commence à déborder un peu, ouais, t'inquiète. Bonjour tout le monde. Bonne année. Donc voilà, j'ai préparé cette présentation. Je vais peut-être un petit peu vous décevoir, en tout cas j'en suis un petit peu déçu, mais je pense que c'est utile de commencer par ça, dans le sens où... oui, mais je vous le dis d'avance. Dans le sens où on va probablement pas tellement réellement aborder les questions que tu viens d'indiquer, mais il me semble que c'est nécessaire de revenir un petit peu en arrière avant de pouvoir y arriver. Donc je vais faire un exposé plus ou moins en 3 parties. Bon, tous les slides sont en anglais aussi, et j'espère que ce ne sera pas trop technique pour vous, mais n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions. Ou à me dire si vous commencez à vous ennuyer, à décrocher, et je passe à autre chose. Donc, je vais d'abord parler de l'utilisation des terres au niveau mondial et de quelque part l'enjeu qu'il y a à ce niveau-là. Puis dans un deuxième temps, ça c'est ce qui va occuper le gros de l'exposé, je vais parler des possibilités ou des solutions, des options en jouant sur l'utilisation des terres pour résoudre les problèmes liés à l'utilisation des terres. Donc des solutions qui vont être, disons, techniques au sens large, incluant la politique d'utilisation des terres, etc., la politique agricole. Mais donc il reste dans le domaine de l'offre, donc de l'utilisation des terres. On va voir que toutes ces solutions ont un rôle à jouer, mais ont toutes les limites, et que donc finalement, en conclusion, on va devoir aussi combiner ça avec d'autres approches. Ces autres approches, c'est probablement ça qui vous intéresse le plus, mais donc ça c'est l'ouverture vers la suite des travaux du groupe. Donc, l'utilisation du sol au niveau mondial, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ceux qui ont assisté à l'exposé d'Éric Lambin au premier quadrimestre ont déjà un peu une idée des enjeux à ce niveau-là. On a une planète qui est déjà largement utilisée, donc si on fait le total de ce qu'on utilise comme terre pour des infrastructures urbaines, l'agriculture, des forêts dont on exploite, qu'on exploite pour le bois, etc., on arrive déjà à couvrir 60-70% de la planète, voire plus. Donc il reste une petite fraction de terres qui ne sont pas réellement utilisées ou pas tellement pour l'instant. Quelle proportion de ça peut être encore réellement utilisée pour l'agriculture? On n'en sait pas trop, mais on reviendra là-dessus par la suite. Mais donc on a une planète qui est déjà fort utilisée, et cette utilisation du sol
je renvoie de nouveau plutôt à la présentation d'Éric Lambin au premier quadrille. C'est quelque chose qui est fondamental dans énormément de débats sur la durabilité ou les questions environnementales actuelles, en termes de changement climatique, d'émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation ou autres, de biodiversité, de sécurité alimentaire. Tous ces enjeux se retrouvent dans l'utilisation du sol. Pour le futur, on va vers un monde actuellement qui demande encore plus d'utilisation du sol. Donc, si on regarde un peu les projections qui ont été faites par différents auteurs, la FAO, etc., on pourra avoir besoin de doubler la production agricole d'ici à 2050, la production de bois aussi, ce qui, en comptant les tendances actuelles d'augmentation des rendements, représente une demande supplémentaire encore pour des nouvelles terres à utiliser. Donc des nouvelles terres de culture, 80 à 150 millions d'hectares supplémentaires qui devraient être mis en culture d'ici à 2030 pour rencontrer ces besoins-là, etc. Donc on arrive à un total de 300-800 millions d'hectares. Ça c'est la compilation qu'on a faite en prenant un peu tous les chiffres qui existaient, qui devraient encore être utilisés de façon supplémentaire. Donc ça crée une demande et une compétition pour l'utilisation des terres qu'on va décrire par la suite. Cette compétition, elle se joue dans un cadre qui est de plus en plus mondialisé, donc de plus en plus de cette utilisation de terres se fait pour rentrer dans le commerce international et être finalement consommé dans un autre pays que le lieu de production. Donc actuellement, 10% de la production agricole est consommée dans un autre pays que celui dans lequel elle est produite. Ça n'a l'air pas grand-chose, mais quand on considère que c'est de la production agricole, donc quelque chose que partout sur la planète, on fait de l'agriculture pour nourrir les gens, hein, on a quand même encore 10% de ça qui a besoin d'être transféré, et on le voit ici sur le graphique, donc la quantité en chiffres absolus, la quantité a été multipliée par 5 ou 6 sur les 40 dernières années, les 50 dernières années. Ça représente un quart des terres de culture, des terres agricoles utilisées qui sont injectées dans le commerce international. Et le gros de l'expansion récente de l'agriculture se fait sur une série de cultures qui ne sont pas nécessairement des céréales de base. Donc la courbe bleue ici, c'est le soja. La courbe orange, c'est le maïs. Donc ça, c'est vraiment les deux cultures qui ont connu la croissance la plus spectaculaire au cours des 10 dernières années. Le maïs, on le mange, mais on fait beaucoup de choses avec. Le soja aussi, on fait de plus en plus d'autres choses avec. Une série d'autres cultures, palmier à huile, EVA, canne à sucre, qui ont aussi augmenté de façon très forte. Si on compare par exemple par contre le blé, on voit la courbe rouge, c'est assez stable. Les pommes de terre, donc des cultures vraiment qui sont des céréales ou des aliments de base. La pomme de terre, c'est ici, c'est une stagnation assez nette. Donc, tout ça crée un cadre dans lequel on a une compétition pour l'utilisation des terres. Cette compétition se fait à différents niveaux. D'abord entre différents produits qu'on voudrait bien produire sur une certaine parcelle de terre, donc différents types de cultures, ou entre agriculture et exploitation forestière, ou entre agriculture, exploitation forestière et protéger simplement les terres. La compétition se fait aussi entre différents acteurs, donc différentes personnes, différents agriculteurs, différentes personnes qui voudraient bien parfois produire la même chose ou produire des choses différentes. Elle se fait aussi plus loin dans la chaîne dans la chaîne de transformation des produits entre des différentes destinations auxquelles ces produits peuvent être utilisés. Ça, c'est particulièrement le cas pour tous ces produits qui sont en augmentation très rapide ces dernières années. Le soja, le maïs, le palmier à huile sont ce qu'on appelle les flex crops, donc des cultures qui peuvent être utilisées pour beaucoup de choses différentes. On peut les manger, on peut les donner aux animaux pour les manger après, on peut les mettre dans la voiture, etc. Donc la demande pour ces types de cultures est assez flexible et a priori assez élastique. On reviendra là-dessus après. Et aussi une compétition qui se fait entre les intrants, donc quelle parcelle on va irriguer, sur quelle parcelle on va fertiliser, en sachant que ces intrants sont aussi en quantité de plus en plus limitée.
les tendances réelles, actuelles, dans cette compétition pour l'utilisation des terres, elle va dans beaucoup de sens différents, mais si on veut identifier une tendance dominante qui souvent se groupe, c'est le passage d'une agriculture plutôt familiale, qui utilise la force de travail à petite échelle, qui produit pour des marchés locaux, dans des paysages assez hétérogènes, vers une agriculture de plus en plus capitalisée à large échelle, qui produit pour des marchés plus distants, dans des paysages assez homogènes. Avec ça, j'espère que vous êtes de bonne humeur. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de réduire un petit peu cette compétition pour l'utilisation des terres? C'est là qu'on va voir différentes options. Une option à laquelle beaucoup de gens pensent, c'est de trouver des endroits sur lesquels on a des terres, sur lesquels on peut aller cultiver, qui sont des terres qui finalement ne dérangent personne si on les convertit à l'agriculture. Donc des terres qui sont considérées comme non utilisées, ou sous-utilisées, ou marginales, ou dégradées, ou abandonnées. Donc ça, ce petit graphe, il va revenir plusieurs fois dans la présentation. Il explique, il décrit un petit peu différentes possibilités pour rencontrer cette production agricole supplémentaire et voir comment est-ce qu'on pourrait faire. Donc une façon de faire, c'est l'expansion, comme j'ai parlé, et donc on peut étendre l'agriculture sur différents types de terres. On peut l'étendre sur les forêts. Actuellement, c'est essentiellement les forêts tropicales ou des écosystèmes naturels de haute valeur et non perturbés. Ça, on sait que ça a un coût très important sur le plan environnemental, en tout cas, en termes de carbone, de biodiversité. Ça, je pense que Eric Lambin en a parlé aussi un petit peu dans sa présentation au premier cadre. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est éviter ça. Et donc, les gens pensaient, allons trouver ces terres qu'on va appeler Potentially Available Cropland, donc des terres de culture potentielle qui ne sont pas vraiment utilisées. Si on arrive à trouver ça et qu'on peut finalement envoyer nos champs de soja dessus, ça ne dérangera personne. Donc la question c'est, est-ce que ça existe vraiment? Beaucoup de personnes de gens ont fait des inventaires pour essayer de savoir si vraiment il existait des terres de ce type-là. Donc on a un inventaire très marquant, disons, qui a eu beaucoup d'impact, entre autres parce qu'il a été utilisé par la Banque mondiale, qui identifie toutes ces terres qui sont là en couleur jaune-orange, vert, comme étant des terres qui sont pas couvertes par des forêts denses ou des écosystèmes de très haute valeur en principe, qui ne sont pas dans des aires protégées, qui ne sont pas actuellement cultivées et qui ne sont pas et qui sont propices pour l'agriculture. Ça représente, selon cet inventaire, à peu près 450 millions d'hectares, donc à peu près un tiers de ce qui est déjà actuellement en culture. Donc on aurait 30% de bonus de terres cultivables facilement à bas coût. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé d'aller voir un petit peu dans ces zones-là, pour essayer de voir avec des données beaucoup plus locales, parce que ça c'est des inventaires qui sont faits au niveau mondial, avec des données mondiales assez grossières et assez incertaines, essayer d'aller voir finalement quelle est la réalité de ces terres-là. Ce qu'on voit, c'est que la réalité est qu'évidemment il y a beaucoup moins de ce genre de terres que ce qu'on pourrait imaginer. Donc on a une série de paysages, de régions, qui sont les régions qui étaient indiquées précédemment sur la carte, hein, donc le Grand Chaco, le Cerrado et le bassin amazonien en Amérique du Sud, la RDC, l'Indonésie, la Russie. En bleu, c'est la quantité de terre qui a été calculée par cet inventaire très populaire fait par l'IASAR et utilisé par la Banque mondiale, qui dit qu'il y a 450 millions d'hectares de terres disponibles. En rouge, c'est notre estimation lorsqu'on retire les contraintes, les terres qui sont sous des contraintes très fortes, donc soit parce que pour des raisons agronomiques locales qui ne sont pas capturées par des inventaires à l'échelle mondiale, ces terres ne sont pas propices pour l'agriculture, soit parce qu'il y a des contraintes très fortes en termes d'instabilité politique ou de régulation locale qui font que l'agriculture n'est pas autorisée ou possible sur ces zones-là. Et en vert, c'est ce qui reste encore si en plus de ça on retire les zones qui ont
même si ce ne sont pas des forêts tropicales humides, denses, des zones qui ont quand même une valeur en termes de biodiversité ou de stock de carbone qui est quand même importante, ou éventuellement des terres qui sont utilisées par des pasteurs nomades, donc qui vont de façon saisonnière aller mener leurs troupeaux sur ces terres. Donc elles ne sont pas utilisées de façon permanente, mais malgré tout elles sont utilisées. Ou des terres qui sont parfois utilisées par des gens pour collecter des produits naturels. Donc si on retire tout ça, on arrive à finalement beaucoup moins, à peu près 30% dans ces régions-là. À peu près 30% de ce qui est estimé par ces inventaires mondiaux. Donc on a peut-être un petit pool, une petite réserve de terre là qui est disponible, sur lequel on pourrait s'étendre, mais beaucoup moins que ce qu'on peut imaginer. Je vais juste dire quelques mots sur deux exemples un petit peu plus concrets pour illustrer un petit peu ça. Donc, une de ces régions sur lesquelles beaucoup de regards et d'investisseurs et de professionnels de l'agribusiness regardent pour l'instant, c'est le sud de l'Afrique, donc dans des paysages qui sont des paysages de forêt sèche ou de savane. Donc c'est pas le bassin du Congo de forêt tropicale humide, parce que ça on sait que tout le monde sait bien que c'est la biodiversité importante, les stocks de carbone, donc on sait qu'on veut protéger ça. Donc les investisseurs cherchent ailleurs, ils cherchent dans cette zone-là, particulièrement pour étendre la production de soja, qui est donc la culture qui a la croissance la plus rapide, comme on peut, enfin, la plus importante en tout cas, comme on l'a vu. Donc on a essayé d'aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait dans ces paysages, de regarder un petit peu pour dire, ok, c'est pas de la forêt tropicale, mais malgré tout, il y a une biodiversité importante, il y a des stocks de carbone quand même dans ces terres. On a essayé de cartographier un petit peu le rapport et le compromis ou le conflit entre les rendements potentiels de soja qu'on pourrait avoir sur ces terres et la biodiversité ou les stocks de carbone. Donc on a 4 cartes, je vais juste en décrire une pour illustrer ça. Donc on a un diagramme à 2 couleurs, plus c'est mauve, plus les rendements de soja qu'on pourrait avoir dans cet endroit sont élevés. Donc dans les régions ici, c'est les régions vraiment très arides, du désert du sud-ouest, la Namibie, etc. Donc on ne peut pas produire de soja. Dans ces régions-ci, on a des régions dans lesquelles on peut produire du soja avec quand même des rendements assez importants. Plus c'est vert, plus le niveau de richesse en biodiversité ici de mammifères est importante. Donc quand on a du blanc, ça veut dire des zones où il n'y a rien, il n'y a pas de soja potentiellement, ni de biodiversité. Quand on a du noir, c'est des zones sur lesquelles on a a priori un conflit important parce que le rendement de soja qu'on pourrait faire est très élevé, mais la biodiversité de mammifères est très élevée aussi. Par contre, si on regarde les zones qui sont plus en mauve pur, on a quand même des zones sur lesquelles les rendements de soja sont importants, mais la biodiversité ou les stocks de carbone dans le cas de cette quartier sont relativement plus faibles. Donc on peut identifier probablement un certain nombre d'endroits sur lesquels il est possible de produire du soja avec un coût en termes de biodiversité ou de carbone qui est relativement faible, mais beaucoup moins que simplement toute cette région-là. Si on fait un peu le total aussi de qu'est-ce qu'il y a déjà actuellement sur ces terres, sur toute cette région, on a 360 millions d'hectares qui sont a priori assez propices pour la culture du soja. On a déjà 50 millions d'hectares qui sont couverts de mosaïques, de petite agriculture familiale. Une soixantaine de millions d'hectares qui sont dans des zones protégées, et on sait que dans cette région-là, les zones protégées sont généralement protégées jusqu'à ce qu'on décide d'en faire autre chose, mais il y a de plus en plus de zones protégées qu'on retire de protection quand les enjeux économiques sont vraiment importants. Il y a 80 millions d'hectares sur lesquels on a une densité de bétail plus grande que 10 têtes de bétail par hectare. Donc on a déjà toute une série de ces zones qui sont déjà utilisées, même si elles n'ont pas l'air d'être couvertes par de l'agriculture permanente à grande échelle.
Autre exemple, un petit peu sur le même, toujours sur la même idée, l'ex-Union soviétique, Russie, Ukraine, Kazakhstan, on a des millions d'hectares qui ont été abandonnés, de terres de culture qui ont été abandonnées lors de la chute de l'Union soviétique. On a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'espoir sur ces terres pour qu'elles puissent redevenir le grenier à blé du monde et ainsi protéger les forêts tropicales, etc. et sauver et régler le problème de sécurité alimentaire, etc. On a fait un peu le même genre de choses. On a essayé de recartographier ces hectares abandonnés et d'identifier des terres sur lesquelles il y avait des stocks de carbone importants parce qu'ils ont été abandonnés il y a 20 ans. Il y a une forêt qui a repoussé dessus, ou des zones qui sont à proximité de parcs naturels et qui ont potentiellement une biodiversité importante, des zones sur lesquelles il y a des problèmes importants en termes de population qui est appauvrie, de plus en plus vieillissante, où la force de travail s'en va, et donc là on a des contraintes assez très fortes pour redynamiser l'agriculture dans ces régions. Patrick, ouais. Comment vous faites ça, parce que vous n'allez pas sur... Vous ne baladez pas dans toute la Russie pour... Non, ça, c'est quel genre de données que vous utilisez? utilisez? On n'a pas réussi. Un fouiller, tout ça, un sac à dos Non, mais au moins, non, mais aller dans certaines zones. En fait, là, on a il y a beaucoup, en fait, comme il y a beaucoup de... Là, on combine beaucoup de choses différentes, donc il y a beaucoup de sources de données pour chaque outil différent. D'abord, les terres abandonnées. On a utilisé des statistiques qui mesurent les terres qui sont en culture, donc les terres qui sont récoltées chaque année, et donc les terres qui ne sont pas récoltées chaque année, qui sont donc abandonnées, et on a distribué ça en combinant des données de télédétection et un modèle d'accessibilité de distance en disant les terres qui sont les plus éloignées vont être abandonnées les premières, etc. On a un modèle de végétation qui calcule le stock de carbone qui s'est accumulé dans les terres depuis qu'elles sont abandonnées. On a des statistiques donc désagrégées par district qui concernent la force de travail, l'espérance de vie, les populations, le taux de pauvreté, etc. Donc on essaie de combiner tout ça. C'est énorme quoi. C'est un travail sur combien d'années alors ça? Ça j'ai commencé il y a 2 ans, mais j'aurais dû prendre moins de temps que ça parce qu'il y avait beaucoup de morceaux du puzzle qui étaient déjà là. Et tu fais ça tout seul? Non, je fais pas du tout ça tout seul. Non, je fais ça avec Non, c'est pour ça que je dis qu'il y avait beaucoup de morceaux de puzzle. Je travaillais avec des Allemands qui avaient déjà fait ces cartes de terres abandonnées, qui avaient déjà leur modèle de carbone. On a retrouvé les statistiques, parce qu'on a des collègues russes aussi, et russophones. Donc on a mis tout ça ensemble. Et ça reste assez grossier malgré tout. Mais donc, sans rentrer dans les détails trop en profondeur, l'idée c'est d'arriver à faire un peu cet inventaire, de voir que bon, si on a 47 millions d'hectares à peu près de terres qui ont été abandonnées, il y en a déjà toute une partie sur laquelle on a des stocks de carbone importants ou des enjeux en termes de conservation écologique qui sont potentiellement importants. On en a toute une partie qui sont sur des terres, qui sont des sols qui ne sont pas très propices à l'agriculture et qui en réalité probablement n'auraient jamais dû être mis en culture au départ, mais qui ont été mis en culture à l'époque de l'Union soviétique. On avait des grands programmes de colonisation et d'expansion agricole, mais qui ont été abandonnés et qui probablement vont rester abandonnés parce que ça n'a pas vraiment de sens de les cultiver. Et donc au final, il nous reste un plus petit pool de terre qui est propice à l'agriculture, et une bonne partie de ces terres a des contraintes en termes d'accessibilité. Elles sont très éloignées des routes, des marchés, des populations, en termes de contraintes socio-économiques, etc. Donc, de nouveau, on a un potentiel pour faire quelque chose sur ces terres, mais beaucoup moins que pour résoudre tous les problèmes, en tout cas. Donc,
Revenons à ce graphe d'expansion de l'agriculture. On voit qu'on peut étendre cette agriculture commerciale à large échelle qui pour l'instant est l'agriculture qui est vraiment en expansion sur différentes terres, sur des forêts ou des écosystèmes naturels pas très perturbés. Là on sait qu'il y a un coût. Sur ces terres sous-utilisées, mais on voit qu'il y en a beaucoup moins que ce qu'on pense, ou sur des terres aussi qui existent actuellement, sur des terres qui sont utilisées actuellement pour l'agriculture familiale ou pour des marchés locaux. La façon dont ça se passe dans la réalité est très dynamique, très fluide, dépend de beaucoup de contextes locaux. Je voulais aussi juste donner un exemple ici pour montrer un peu la façon dont ce genre de dynamique peut se dérouler et la façon dont tous ces changements d'utilisation du sol en réalité sont impliqués les uns dans les autres et se répondent les uns aux autres. Donc ça c'est un exemple dans le centre du Vietnam, qui est une zone dans laquelle la culture de café est très très présente. Enfin, ça, si vous avez une image satellite de la zone d'étude, tout ce qui est brun ici sont des cultures de café. Là on a des massifs forestiers encore qui restent. Donc la culture de café est très importante et bon, il y a une crise dans les années 2000, mais maintenant c'est reparti un petit peu. Et donc, l'idée, a priori, selon beaucoup d'observateurs extérieurs, c'est que le café est la cause de la déforestation dans cette région. Pour les autorités locales, ce n'est pas tellement le cas. Pour eux, la cause de la déforestation, c'est essentiellement l'agriculture sur brûlis, de rotation, par des petits agriculteurs qui n'ont pas même pas les moyens de se lancer dans la culture du café. Quelle est la réalité? La réalité, c'est que les deux ont raison. Parce que la cause directe de déforestation, si on regarde les images satellites, les endroits qui sont déboisés, qu'est-ce qu'il y a comme utilisation du sol après, la cause directe de déforestation, c'est bien l'agriculture sur brûlis, de cultures annuelles, de riz sec ou de choses comme ça, sur brûlis. Mais si on regarde un tout petit peu plus loin, on se rend compte que le café lui-même aussi est en expansion, que l'essentiel de ce café s'étend sur des terres qui étaient utilisées auparavant par des petits agriculteurs sur brûlis, donc soit des terres qui sont des terres de culture, soit des terres qui sont déjà chères pour cette agriculture de rotation. Donc le café s'étend sur ces terres de culture-là, et les agriculteurs les plus pauvres, donc ce qui sont souvent des minorités ethniques qui n'ont pas de titre sur leur terre, sont repoussés et obligés, eux, de s'enfoncer de plus en plus loin dans la forêt, sur des terres de plus en plus marginales. Bon, ça c'est ce que ces graphes-là décrivent, mais c'est pas très important. Sur des terres de plus en plus marginales, des sols de plus en plus mauvais, et donc sont la cause directe de la déforestation, et la cause indirecte de la déforestation, c'est bien l'expansion du café. Donc c'est juste pour illustrer que ces changements d'utilisation du sol sont assez complexes aussi à observer sur le terrain, et que un changement entraîne souvent des déplacements et des autres changements ailleurs. On va y revenir après. Sans rentrer dans les détails ici non plus, donc il y a toute une série de facteurs qui vont contrôler justement ces processus d'expansion pour savoir est-ce que le café ou l'huile de palme, le soja, va s'étendre plus sur des forêts ou plus sur des terres, comme on l'a vu dans le cas du café, qui sont déjà utilisés par des petits agriculteurs, etc. Il y a toute une série de facteurs. Un de ces facteurs, c'est les politiques d'utilisation du sol, et je vais revenir dessus après aussi. Alors, une autre façon d'augmenter la production agricole, si on a vu que l'expansion agricole, en tout cas, ça posait toute une série de soucis, c'est l'intensification, donc produire plus, augmenter les rendements sur les mêmes surfaces, sur des surfaces de terre déjà cultivées. C'est une voie qui est importante, c'est une voie qui est possible, c'est une voie qui a contribué beaucoup à améliorer la sécurité alimentaire dans le passé. Il y a une série d'enjeux qui sont liés à l'intensification agricole ou de limites qui sont des limites techniques de l'ordre de limites agronomiques ou de l'ordre de limites liées au mode d'intensification. L'intensification actuelle, c'est essentiellement lié à l'utilisation d'énergie fossile, et donc là je suis sûr que Hervé va nous dire dans quelques semaines qu'on ne peut plus continuer sur cette mode d'intensification parce qu'on a des limites en termes d'énergie aussi.
Mais ce n'est pas tellement de ça dont je vais parler ici maintenant. Je voulais plutôt me concentrer sur un autre effet important de l'intensification de l'agriculture, qui est l'effet rebond. Donc, est-ce que ça a été déjà mentionné auparavant? Pas encore. Hein. C'est Louis le chef de l'effet rebond, mais je ne pense pas qu'il a déjà parlé. Donc, l'objectif, quand on parle en termes d'intensification de l'agriculture, quand on pense en termes d'intensification de l'agriculture pour rétablir cet équilibre entre production alimentaire ou production d'autres choses et conservation de l'environnement, c'est de pouvoir épargner des terres, donc de pouvoir produire plus sur moins de terres et donc de conserver des terres libres pour la nature. Ça marche dans une série de cas. Particulièrement sous un certain nombre de conditions, ça marche quand on a des formes d'intensification qui utilisent beaucoup de travail et la force de travail est contrainte dans cette région. Donc à ce moment-là, une fois que la force de travail a été complètement utilisée, on ne peut plus intensifier plus, on ne peut plus étendre les terres de culture et on est arrivé un peu à la limite de ce que le système agraire peut produire. Ça marche aussi quand on intensifie des types de cultures qui ne savent pas vraiment s'étendre de façon très très marquée. Un exemple typique, c'est l'intensification de la riziculture irriguée. Pour faire de la riziculture irriguée, il faut des surfaces plutôt plates, il faut un approvisionnement en eau suffisant. Donc, dans l'exemple du Vietnam dont je vais reparler un petit peu plus tard, on a intensifié très fort les rendements, on a augmenté très fort les rendements des rizicultures irriguées, étant donné que le potentiel d'expansion de ces rizières est assez limité. À un certain moment, on a étendu au maximum, on s'arrête. Effectivement, toutes les terres autres sont potentiellement libres pour la nature. En tout cas, elles ne sont pas très intéressantes sur le plan agricole. Ça marche d'autant plus quand la demande pour ces produits est inélastique, c'est-à-dire quand on veut produire, avec cette agriculture intensive, on veut produire des produits de base, des céréales, des choses qui vont faire qu'à un certain moment, on en a assez, on a notre ration de riz quotidienne, on ne sait pas en consommer plus. Ça marche évidemment particulièrement bien quand les marchés sont fermés. À ce moment-là, une fois que la demande locale pour ces produits de base est remplie, l'intensification a joué son rôle, on s'arrête et tout le reste des terres sont libres pour la nature. Par contre, dans une série d'autres conditions, cette intensification crée un effet rebond. C'est-à-dire que quand on a par exemple une offre de travail qui n'est pas limitée, donc des endroits dans lesquels on a possibilité d'avoir une migration de personnes très importantes, donc des frontières de colonisation. Quand on a une intensification qui est particulièrement basée sur le capital, donc sur des intrants de type engrais fossiles, engrais chimiques, pesticides, herbicides, etc., et qu'on a des flux de capitaux qui sont très mobiles à travers le monde, l'intensification va créer un effet rebond. Quand on a particulièrement aussi une élasticité de la demande aux produits qu'on veut produire. Donc, par exemple, la viande, des cultures de loisirs qu'on appelle, donc le café, le cacao, les cultures énergétiques. Dans ce genre de conditions, plus on intensifie, plus on va rendre cette agriculture généralement profitable, parce que la demande est élastique, donc plus on arrive à produire des bons rendements sur par hectare de culture, plus on va en général augmenter la profitabilité de l'agriculture et on va donc encourager plutôt une expansion de cette agriculture, donc avoir l'inverse de ce qu'on voulait avoir, et donc c'est ce qu'on appelle un effet rebond. On augmente l'efficacité, mais en augmentant l'efficacité, on va augmenter la demande totale et donc finalement avoir l'effet inverse de expansion agricole plutôt que de contraction de l'agriculture. Donc effectivement, ça c'est un enjeu qui est assez important, particulièrement parce qu'on a des cultures ou des produits agricoles comme la viande qui sont où l'élasticité de la demande au prix ou au revenu est assez importante.
les cultures de bioénergie, potentiellement, si on voulait remplacer toutes les énergies fossiles qu'on utilise actuellement par des cultures de bioénergie, on a une demande qui dépasse largement tout ce qu'on est en train de cultiver comme terre agricole actuellement. Un exemple pour montrer un petit peu que le problème est complexe et se pose de façon assez concrète dans des décisions actuelles de sécurité alimentaire, de politique agricole. C'est un exercice de modélisation qui a été fait sur l'Afrique pour essayer de dire, imaginons que l'Afrique connaît une révolution verte, donc une augmentation des rendements agricoles, comme ça s'est produit en Asie. Et voyons qu'est-ce qui se passe. Si l'Afrique fonctionne comme un marché fermé, l'augmentation des rendements va avoir grosso modo cet effet de contraction des terres ou d'épargne de terres tel qu'on pourrait l'espérer. C'est-à-dire à un certain moment on va produire plus de produits agricoles sur des surfaces de terre qui vont être relativement stables ou même diminuer. Donc on voit ici le changement dans les surfaces de culture. On va diminuer les surfaces agricoles en Afrique et on va diminuer les surfaces agricoles dans le reste du monde qui actuellement envoie de la nourriture en Afrique. Par contre, si on a des marchés qui sont beaucoup plus intégrés que ce qu'ils sont maintenant, particulièrement en Afrique, donc on a vraiment connecté l'Afrique avec le reste du monde, si on intensifie l'agriculture en Afrique, puisque actuellement les rendements de l'agriculture en Afrique sont très bas par rapport à ce qu'ils sont dans le reste du monde, l'agriculture africaine est très peu compétitive et donc importe beaucoup de nourriture. Si elle devient plus compétitive, plus productive et du coup plus compétitive, l'Afrique va récupérer des parts de marché sur les marchés mondiaux de l'agriculture, va du coup produire beaucoup plus, s'étendre beaucoup plus en Afrique et s'étendre particulièrement sur des terres forestières et donc émettre beaucoup de gaz à effet de serre. Donc on a un enjeu ici de dire si on veut faire une révolution verte pour augmenter les rendements en Afrique et régler peut-être des problèmes de sécurité alimentaire, il va y avoir un problème en termes d'expansion de l'agriculture et de déforestation. Ça je vais passer peut-être pour l'instant. Voilà, donc on a vu que l'expansion avait des limites, l'intensification avait des limites aussi. On va voir un petit peu comment est-ce que dans des cas concrets, on peut arriver à combiner les deux, des politiques d'utilisation du sol, d'expansion, de contraction, de maîtrise de l'expansion agricole et d'intensification, et arriver à ce qu'on appelle une transition forestière. Une transition forestière, c'est, comme on peut le voir ici dans le cas de la France au XIXe siècle, c'est une transition d'une dynamique de déforestation, où chaque année on perd du couvert forestier, vers une dynamique de reforestation, où on arrive à reboiser les terres et à conserver des terres pour les forêts, pas uniquement pour l'agriculture. Qui se produit, c'est ce qui s'est produit dans beaucoup d'endroits. Ici, dans le cas de la France, ça s'est produit à peu près au cours du XIXe siècle, dans une période de croissance de la population et de croissance économique. Donc, c'est pas la même chose qu'une autre transition forestière qui s'est produite en France et dans la plupart des pays d'Europe au cours du XIVe siècle plutôt, qui est liée à la crise économique, la peste noire et un déclin de population. Et là, on a eu beaucoup de terres abandonnées et une forêt qui a récupéré aussi. En fait, ce type de transition-là est peut-être moins désirable que ce type de transition-là. Donc c'est ce type de transition-là qu'on va un petit peu regarder, voir comment est-ce que ça s'est passé. Ça s'est passé en Belgique aussi. Je n'ai pas la petite courbe comme ça pour la Belgique, mais j'ai un cas d'exemple dans la commune de Lierneux, dans les Ardennes. On peut voir au fil du temps l'évolution du paysage, et on passe d'un paysage au XVIIIe siècle dans le cadre de Ferraris, qui est essentiellement dominé par des terres ouvertes, des landes, des bruyères sur lesquelles on faisait pâturer les animaux, vers un paysage dans lequel toutes ces terres de landes, de bruyères ont complètement disparu et qui est segmenté en une partie d'agriculture relativement intensive et une partie de forêt plus large et donc plus étendue qu'auparavant.
Donc pour montrer juste que ce type de transition forestière, on l'observe, ça existe, on le voit dans un certain nombre de pays du monde, tous ceux qui sont en vert sur la carte ici, en fonction des périodes. C'est le cas de la plupart des pays industrialisés. C'est aussi quelque chose qu'on observe de plus en plus dans des pays tropicaux ou en développement ou émergents comme la Chine ou l'Inde. Il y a une série de mécanismes qui peuvent mener à ces transitions forestières et essentiellement ça combine un petit peu des éléments dont j'ai parlé plus tôt, c'est-à-dire une intensification de l'agriculture qui permet de produire plus de nourriture sur des surfaces plus réduites et donc de concentrer l'agriculture sur les terres les plus productives et d'abandonner les terres les plus marginales, comme par exemple dans les Ardennes ou en Campine en Belgique. Avec le développement de marchés, de réseaux de transport qui vont donc permettre de redistribuer cette nourriture depuis les endroits où on peut en produire beaucoup vers des endroits où on en produit de façon assez peu efficace et donc dans lesquels l'agriculture va décliner. En même temps, ça se combine avec le développement d'emplois dans des secteurs non agricoles, donc industrie et puis services, l'urbanisation des populations, donc qui tire les populations en dehors des zones rurales, particulièrement en dehors des zones rurales marginales, de montagne, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé plutôt des processus de type développement économique et agricole. À ça se combinent des processus qui sont plutôt liés au secteur forestier. Donc on observe avec cette déforestation importante une raréfaction des produits forestiers. On a de plus en plus de mal à trouver du bois. Et dans les services écosystémiques fournis par les forêts, donc la protection contre l'érosion, les inondations, etc., qui poussent une réponse qui est à la fois économique et politique et culturelle, de remettre les forêts comme un enjeu important qui nécessite d'être protégé, qui nécessite d'être restauré et réparé. Ce qui fait que dans la plupart de ces pays, on va avoir des politiques de reforestation, des politiques de protection des forêts, etc. Ça, c'est les principaux mécanismes de fond qui, généralement, se combinent de façon différente selon tous les pays pour créer ces transitions forestières. À ça, il y a des mécanismes un petit peu plus subtils. Il y a une série de pays dans lesquels on observe des politiques forestières de conservation nécessairement très fort reliées à la question forestière elle-même, qui sont plutôt reliées à la volonté de moderniser l'économie, de développer des secteurs économiques dans l'industrie forestière, ou d'asseoir le contrôle de l'État sur des terres qui sont à la limite entre deux États, ou qui sont des terres assez éloignées des centres de pouvoir et sur lesquelles l'État n'a pas beaucoup de contrôle, qui sont des endroits dans lesquels on a des groupes sociaux marginaux, des minorités ethniques, etc. Et donc l'État va mettre en place des zones protégées, des politiques de conservation des forêts, plutôt dans le but de mieux contrôler ces territoires. On a des processus aussi qui sont liés à la mondialisation, je vais y revenir un petit peu par la suite. On a aussi des formes de transition forestière qui sont vraiment liées à une intensification de l'agriculture via la mise en place d'agroforesterie ou de combinaisons d'arbres et d'agriculture, donc dans des régions dans lesquelles on a une densité de population rurale importante, on a des paysages qui ont été utilisés de longue date par des agriculteurs et qui petit à petit arrivent à accumuler, à développer le savoir d'espèces locales, de qualité des terres, etc., qui leur permet de construire des systèmes agroforestiers dans lesquels on va avoir plus de production agricole, plus de production forestière et une augmentation du couvert arboré et forestier dans ces régions, avec donc sans déclin de la population rurale, sans déclin de l'agriculture, comme on a dans les mécanismes précédents. Un exemple pour rendre ça un petit peu plus concret, le Vietnam qui a une période de déforestation assez importante, particulièrement dans les années 70-80, et puis au début des années 1990, une transition et une réaugmentation de son couvert forestier. À peu près la moitié de cette augmentation, c'est des plantations,
de teck, d'eucalyptus, d'acacia, des choses comme ça. Beaucoup sont quand même des choses à petite échelle par les fermiers eux-mêmes. L'autre moitié, c'est de la régénération naturelle de forêts secondaires sur les terres qui étaient de l'agriculture et qui ont été abandonnées. Ça se fait sous donc, une combinaison de causes. On va retrouver les mécanismes dont j'ai parlé précédemment. Donc on a une intensification de l'agriculture, particulièrement dans les rizières de fond de vallée, donc, dont j'ai parlé précédemment. Donc c'est des rizières dans le fond de vallée, dans la montagne, dont l'expansion est très très contrainte, parce qu'il y a très peu d'endroits qui peuvent être mis en rizières irriguées, qui ont permis de quelque part d'abord attirer la main-d'œuvre vers ces rizières-là plutôt que vers l'agriculture de brûlis, qui ont permis de produire la quantité de produits agricoles nécessaires pour nourrir les gens sans qu'ils aient besoin de faire de l'agriculture sur le brûlis dans la montagne et dans les forêts. Donc ça, c'est le facteur plutôt qui tire les gens vers les zones agricoles et hors des forêts. Et en même temps, on a des facteurs qui les poussent en dehors des forêts, donc des politiques de restriction de l'utilisation des terres dans les forêts, donc de anti-déforestation, anti-coupe du bois, etc. Donc qui poussent les gens des forêts en même temps. Des programmes de reforestation, donc, qui entraînent donc des plantations forestières dans les endroits qui sont assez accessibles par rapport au marché urbain et industriel, et de la régénération forestière dans ces zones un peu plus marginales, plus à l'écart. Donc ça correspond à peu près au mécanisme un peu qu'on a discuté avant. Donc on va avoir intensification de l'agriculture soit dans des rizières de fond de vallée, soit sur des champs de maïs ici permanents, qui vont devenir des champs de maïs permanents, avec des problèmes d'érosion et de perte de fertilité assez importants. Donc ici c'est juste pour illustrer l'amélioration des infrastructures d'irrigation dans ces rizières de fond de vallée qui sont ici. Là où c'est possible, on a terrassé pour pouvoir encore donc, augmenter ces surfaces de rizières, mais donc une surface de rizière ici qui va peut-être faire 2000 m2, va permettre de quelque part économiser 10 fois cette surface-là dans l'agriculture non irriguée. Et donc on a des paysages dans lesquels l'agriculture se concentre dans les fonds de vallée, et les pentes qui, il y a 10-15 ans, étaient complètement nues et déboisées, sont reboisées. Ça résout un certain nombre de problèmes. J'ai pas mis les slides ici pour pas trop compliquer, mais sur le plan du carbone ou de la biodiversité ou d'autres services environnementaux, ça résout un certain nombre de problèmes, mais pas tout. Ça a augmenté les stocks de carbone dans les forêts, mais malgré tout la dégradation forestière continue. Dans certaines régions, on a une consolidation des massifs forestiers qui est propice plutôt à la biodiversité. Dans d'autres régions, on n'a toujours pas vraiment ça. Donc ça résout certains problèmes, mais c'est pas parfait non plus. Même dans des endroits dans lesquels on n'a pas de transition forestière telle qu'elle, on peut voir que des politiques d'utilisation du sol ont quand même un effet important. Ici, c'est juste un exemple au Cameroun. J'essaie de mettre une série d'exemples de recherches qu'on fait aussi un peu pour vous montrer qu'on teste et on explore un peu ces questions dans différents types de paysages. Au Cameroun, le gouvernement a mis en place une politique de zonage des terres, donc de délimiter des zones forestières, toute une série de zones qui sont des zones protégées, des concessions forestières donc uniquement réservées à l'exploitation forestière, des forêts communautaires qui sont donc réservées à l'exploitation forestière, mais par les communautés locales, etc. Et on montre que dans l'ensemble, les zones qui sont effectivement zonées comme ça, comme des forêts qui doivent rester forestières, qui peuvent avoir des utilisations, industrie forestière par exemple, ont des taux de déforestation inférieurs aux forêts qui sont en dehors de ce type de zonage. Donc on peut quand même contrôler dans une certaine mesure l'expansion agricole dont j'ai parlé précédemment. Donc, en résumé, ces transitions forestières qui combinent intensification de l'agriculture, politique d'utilisation du sol et autres, on a un effet. On peut effectivement donc contrôler l'utilisation du sol avec des politiques, mais ça n'est jamais parfait, on n'a jamais une
déforestation zéro, ça a quand même un certain nombre d'effets environnementaux. On a parlé par exemple dans le cas du Vietnam, on a concentré l'agriculture aussi sur des terres, des champs de maïs permanents dans les pentes. Ça a des gros effets en termes de dégradation des terres ou d'érosion par exemple. Ça peut avoir un effet important en termes de mode de vie ou de revenus des gens. Donc au Vietnam, un certain nombre de gens qui ont été poussés en dehors des forêts. Pour ceux qui avaient des rizières irriguées, c'était pas trop un problème, ils s'en sont bien sortis. Ceux qui n'avaient rien se sont retrouvés vraiment sans rien. Donc ça a aussi des effets négatifs. Un de ces effets négatifs aussi importants, c'est le déplacement d'utilisation du sol. Donc revenons à notre exemple du Vietnam. On a eu cette transition forestière, donc restauration des forêts dans le pays, qui s'est en partie faite, donc, comme je l'ai dit, avec des politiques qui ont interdit la coupe de bois dans les forêts naturelles, dans une certaine mesure. Mais dans le même temps, le pays a développé une industrie du bois très importante, exporte des meubles en bois partout dans le monde. Et donc, comment est-ce que c'est possible? C'est possible en partie parce que le Vietnam a déplacé sa demande en bois dans les pays voisins. Donc, les pays voisins, particulièrement le Laos et le Cambodge, envoient maintenant du bois brut, coupé pour moitié à peu près de façon illégale, dans des forêts naturelles avec une valeur environnementale assez importante, l'envoie au Vietnam pour être transformé et exporté par la suite. Donc dans une certaine mesure, cette transition forestière du Vietnam s'est accompagnée d'un déplacement de la pression et de la dégradation de l'environnement dans des autres pays. Donc le Vietnam réexporte ce bois aussi, mais le Vietnam aussi, comme on l'a vu, exporte beaucoup de café, de DVA. Donc ça c'est juste pour montrer que ce déplacement d'utilisation du sol, il va dans beaucoup de sens aussi. Mais reste que le message est que cette transition forestière s'est faite en partie avec un déplacement d'utilisation du sol. C'est la même chose dans le cas du Bhoutan qu'on vient d'étudier, dans lequel on voit qu'au fil du temps, le Bhoutan a mis en place des politiques de conservation des forêts très importantes et très efficaces aussi, mais déplace aussi de l'utilisation du sol vers les pays étrangers, essentiellement vers l'Inde. Donc ça donne la surface en milliers d'hectares de forêt indienne qui est utilisée pour importer des choses vers le Bhoutan. C'est un phénomène assez général qu'on a mis en évidence dans la plupart des cas de transition forestière qu'on a pu étudier. Donc je vais juste reparler par exemple du Costa Rica ici pour expliquer le graphe. La courbe noire avec des points, c'est la courbe de couvert forestier. On voit au fil du temps la même chose qu'au Vietnam, donc une diminution et puis une transition et une restauration du couvert forestier. Les barres ici mesurent l'utilisation du sol qui est contenue dans les produits agricoles et forestiers qui sont échangés par le Costa Rica, import et export. Quand c'est positif, ça veut dire que le pays importe plutôt des terres via les produits agricoles et forestiers qu'il importe. Il importe des terres qui sont cultivées dans d'autres pays. Quand la barre est négative, ça veut dire qu'il exporte plutôt des terres dans d'autres pays via ces exportations agricoles. On voit qu'au début de la période, pendant la période de déforestation, le Costa Rica exporte beaucoup de produits. Au fur et à mesure que la restauration des forêts se fait, il exporte de moins en moins jusqu'à devenir un importateur, donc jusqu'à déplacer une partie de son utilisation du sol vers d'autres pays. Donc ça, c'est un phénomène assez général. Voilà, donc ça c'est mon dernier slide. Pour résumer un petit peu tout ça, pour dire qu'on a exploré toute une série de pistes qui sont liées à l'utilisation du sol elle-même. On s'est posé la question, est-ce qu'on peut s'étendre sur des terres de culture des terres, est-ce qu'on peut étendre l'agriculture sur des terres qui sont finalement qui n'ont pas de valeur actuellement, un tout petit peu, mais réellement il n'y a pas vraiment de free lunch, il n'y a pas vraiment de terres gratuites, il y a toujours un coût environnemental ou social des gens qui utilisent ces terres, donc la marge de manœuvre est assez limitée à ce niveau-là. On peut contrôler l'expansion via des politiques d'utilisation du sol, etc. Mais on sait que ça va avoir généralement un effet de déplacement, donc on va déplacer du coup l'utilisation du sol ailleurs. On peut intensifier, mais donc on a vu que ça avait
outre les contraintes techniques liées aux intrants, etc., ou à la pollution, aux externalités, ça a un effet en termes d'effet rebond. On doit donc combiner ces mesures-là avec une série d'autres options. Donc on va devoir utiliser probablement des instruments de marché, comme là je renvoie à la présentation d'Eric au premier quadrille, donc des instruments de marché type certification, etc., qui se combinent avec des politiques d'utilisation du sol pour non pas empêcher l'expansion, mais plutôt encourager des utilisations du sol plus durables. Faire de l'intensification qui est plus durable. Alors ça c'est, je vais de nouveau, donc tout ça je vais pratiquement pas rentrer dans le détail, donc ça on peut faire 3-4 présentations sur tous ces points-là, et ce serait très bien de le faire, mais il me semblait nécessaire de d'abord parler des points précédents pour arriver à la nécessité de ceci. Donc de l'intensification de façon plus durable, moins basée sur des énergies, moins basée sur en tout cas une quantité d'énergie importante, en sachant aussi que cette production agricole supplémentaire, comme on l'a vu, elle se concentre surtout sur des cultures de type soja, palmier à huile, cacao, café, etc., qui ne sont pas les cultures de base qui vont réellement résoudre les problèmes de sécurité alimentaire les plus cruciaux, en tout cas pour les 800-900 millions de personnes qui n'ont toujours pas à manger. Donc il y a indépendamment de la quantité de production alimentaire, il y a un effort énorme à faire en termes de sécurité alimentaire, en sachant que, que quelque part la principale barrière à cette sécurité alimentaire, c'est la pauvreté, c'est le revenu des gens. Donc si on prend ces 900 millions de personnes qui ont faim actuellement et que simplement on leur donne un revenu suffisant pour s'acheter à manger, on retombe aussi dans la question de l'effet rebond. Donc on a aussi quelque chose à faire sur la réduction de la demande, qui inclut les régimes alimentaires, etc., ce qu'on consomme, mais aussi les déchets, qui sont une composante énorme du système alimentaire. Et à faire quelque chose en termes d'agroécologie, c'est-à-dire quelque chose qui va combiner un petit peu plusieurs de ces éléments-là, c'est-à-dire une intensification qui est durable dans le sens où elle résout les problèmes de sécurité alimentaire, et elle est durable écologiquement. Mais ça, je me suis dit que Olivier de Scuter avait sûrement beaucoup plus en parler que moi, donc c'était pas nécessaire que je rentre dans les détails. Mais donc tout ça pour dire qu'on a des solutions qui sont techniques, qui sont, disons, qui restent dans le cadre du paradigme actuel, si on veut, en termes d'expansion de politique et d'intensification, mais aucune de ces solutions n'est sans problème et aucune de ces solutions n'est suffisante. Donc les solutions suivantes sont totalement nécessaires aussi. Et donc voilà, ça, je pense que je peux refaire une autre présentation après sur ces points-là plus tard, mais ce n'était pas possible de tout faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Patrick. Est-ce que quelqu'un a une première question pour lancer la discussion? Juste une petite question actuelle, merci pour la présentation qui était vraiment intéressante. Si on voit que le résultat, que la déforestation dans certains pays se fait au prix de l'utilisation, la reforestation se fait au prix de la déforestation ailleurs, est-ce qu'on a des résultats nets au niveau global de la déforestation globale, enfin de la reforestation? On a des résultats nets actuels qui font qu'on a toujours pour l'instant une déforestation. La balance est toujours négative. Nette, oui. C'est ça. Donc, oui. Le problème, en fait, ça c'est le slide que j'ai passé. Le problème, c'est que la balance nette n'est pas toujours très utile. Parce que les forêts qu'on gagne actuellement, c'est des forêts ici dans des régions tempérées, et les forêts qu'on perd sont des forêts tropicales, dont beaucoup ont parfois été cultivées ou exploitées, mais malgré tout sont beaucoup plus riches en biodiversité, en carbone, etc., que les forêts qu'on gagne actuellement. Donc le bilan net c'est utile, mais les changements bruts sont... Même si le bilan net était nul, les changements bruts qualitativement seraient toujours plus importants.
j'aurais une question naïve sur la problématique de la forêt. Au fond, il n'y a pas des techniques de gestion durable de la forêt. Parce que les fois, on a l'impression, ou bien on fait de la forêt auquel on ne touche pas, ou bien on préserve la forêt. Alors que, en tout cas chez nous, il y a des techniques de gestion durable de la forêt depuis des siècles. Alors, bien qu'on n'adapte pas ça aux forêts tropicales, par exemple. Oui, alors, là, il y a les deux points. Donc, le premier point, c'est tout à fait vrai. Alors, tout ce que j'ai dit en termes d'intensification, je l'ai souvent présenté en termes d'intensification de l'agriculture, mais en fait, toute la problématique est exactement transférable à l'intensification en termes de la gestion forestière. C'est ça, de la gestion forestière durable, quelque part, c'est arriver à produire plus de bois sur des surfaces de forêt contrôlées et de façon durable. Et en termes d'effet rebond, ça a aussi le même genre de potentiel problématique. Et en termes de limites techniques, c'est aussi problématique dans le sens où l'intensification de la sylviculture actuelle, c'est aussi beaucoup basé sur des énergies fossiles, sur des pesticides, sur des choses comme ça, sur des espèces ou des plantations monospécifiques. Donc on a du progrès vers une gestion forestière intensive et durable, et ça commence à arriver. En tout cas, en Europe, il y a quand même beaucoup de choses qui sont possibles. La question, comme dans d'autres domaines, c'est une question économique. Et c'est particulièrement la question économique qui répond à la deuxième question. Dans des régions tropicales où on a des massifs forestiers très importants, très larges, avec du bois de forêts anciennes qui ont 150, 200 ans, économiquement, faire de la gestion forestière durable, c'est très difficile. Enfin, comme business model, c'est extrêmement difficile d'être rentable, alors que juste à côté, on a des massifs forestiers énormes où il suffit qu'il y ait un bûcheron illégalement aille couper quelques arbres et ça fout en l'air notre business de gestion forestière durable, qui coûte beaucoup plus cher en termes de main-d'œuvre, de suivi, etc. Donc la richesse forestière dans les régions tropicales fait que... Oui. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que même pour un opérateur de bonne volonté, c'est difficile de s'en sortir dans un environnement pareil, où il y a tellement de forêts qui sont pas en libre accès, mais en tout cas dans un accès pas très très contrôlé, et tellement de coupes illégales ou libres, que la rentabilité d'une gestion forestière durable est vraiment difficile à atteindre. Donc c'est un problème social, c'est plus un problème technique. Oui, c'est un problème qui est social et politique et plus que technique. Oui. Bon, il y a des problèmes techniques. Hein. La sylviculture durable dans les pays tropicaux, elle est très limitée pour l'instant, c'est parce qu'on n'y connaît rien. Il y a des espèces d'arbres, on ne sait pas comment elles se reproduisent, on ne sait pas comment elles poussent. Donc on a encore énormément de progrès à faire en termes de connaissances. Je suis un pays de forêt. Tu vas dans le sud du Luxembourg, tu as des communes qui vivent sur la forêt depuis des centaines d'années, et il faut être fou pour raser une forêt. C'est pas des choses aussi. Mais c'est vrai qu'on est dans un système contraint complètement différent. Mais ça montre bien que la question, c'est l'organisation sociale. C'est pas vraiment la contrainte dans ce cas-là, c'est l'organisation sociale, plus même que les contraintes. Oui, il y a une contrainte technique. Donc voilà, il y a une contrainte technique. Il y a des arbres, les principales espèces d'arbres tropicaux qu'on exploite actuellement, on ne connaît pas grand-chose sur leur écologie et leur sylviculture. Donc bon, c'est difficile les quelques espèces qu'on sait planter de façon efficace, le teck, les acacias, les eucalyptus, ça fait que ça remplit une certaine demande, mais ça ne remplit pas la demande pour les bois tropicaux plus durs, plus précieux, etc. Et ceux-là, voilà, là il y a une contrainte technique. Mais c'est vrai que c'est une contrainte technique sur laquelle il y a plein de gens ici qui travaillent pour accumuler des connaissances sylviculturelles sur ces thèmes-là. Il reste que le problème... Il n'y a pas de connaissances traditionnelles de ce genre de choses pas tellement, parce que... en fait, non, pas tellement. Parce que quand on vit dans des paysages forestiers où... on peut couper un arbre tous les hectares et retrouver le même arbre 2 hectares plus loin et qu'on en a besoin de 1 par tous les 50 ans. Et il n'y avait
pas besoin. L'exploitation forestière à large échelle dans les régions tropicales, elle est apparue au moment de la période coloniale et elle s'est faite dès le début de façon extractive et d'exploitation, pas en pensant à part le tech, qui est la seule espèce qu'on plante de façon. Ouais. Moi j'avais une question, c'est un peu bête, mais pourquoi est-ce que vous avez, dans le début de votre présentation, vous avez fait une sorte de trade-off entre production et biodiversité carbone? Pourquoi vous avez choisi ce critère de biodiversité et carbone? On pourrait, dans l'utilisation des terres, en choisir d'autres. Quelle est la justification de ces deux critères-là comme pendant à la production? Ouais, c'est traditionnel dans la littérature oui, probablement. Alors, il y en a d'autres qu'on regarde parfois, etc. Disons que c'est les deux critères qui sont qui ont le plus de pertinence au niveau mondial. Donc, sur lequel il y a des enjeux qui dépassent vraiment le niveau local. La biodiversité, la perte de la biodiversité, a priori, c'est un problème qui est considéré comme un problème mondial. Le carbone, la question de changement climatique aussi. Donc si on parle de trade-off entre la production agricole ou la protection contre les inondations, c'est un enjeu qui est très important dans les régions côtières dans lesquelles on étend l'aquaculture de crevettes et on détruit les mangroves et du coup on est plus vulnérable aux inondations. On aurait pu prendre ça aussi, mais comme c'est quelque chose qui a plutôt une portée locale, je n'ai pas mis l'accent là-dessus pour la présentation, mais ça dépend des problématiques auxquelles on s'intéresse. Disons que c'est probablement les deux critères qui sont le plus considérés comme des enjeux vraiment au niveau mondial. Parce que ma question c'était, imaginons qu'on ait un terrain où il n'y a aucun enjeu écologique parce qu'il n'y a qu'une espèce de plante qu'on trouve partout. Mais alors vous diriez, bon ok, on peut cultiver là, ou c'est simplement, vous voyez ce que je veux dire, est-ce que votre but c'est de fixer une norme en disant, bon là, il n'y a pas de souci, on peut cultiver, parce qu'on pourrait imaginer par exemple que ce terrain a des valeurs, par exemple, je sais pas, sacrées pour les personnes qui habitent, ou trouvent que c'est magnifique et qu'ils veulent, même s'il n'y a aucun intérêt pour le carbone ou pour l'écologie, vous voyez, est-ce que votre but c'est simplement de fixer ce cadre-là strict ou alors dire bon, parce que dans la façon dont vous présentiez, on se dit ok, bon là on va les cultiver, mais je sais pas, j'imagine ma région, on dit bon, ma région n'a aucun intérêt écologique, mais j'ai pas du tout envie qu'on vienne, vous voyez. Oui, tout à fait. Non, j'ai pas du tout j'ai pas l'objectif de fixer une norme, etc. Ou quoi. Ce qui est vrai, c'est que en général, moi, je navigue beaucoup entre différentes échelles. Alors, quand on travaille au niveau d'un village, on prend en compte a priori ce genre de choses. Si ça, c'est le bois sacré, c'est le bois sacré. On va pas faire comme si c'était pas le bois sacré. Quand on passe à des échelles plus larges, on est parfois plus obligé de réduire le nombre de facteurs simplement qu'on peut mesurer parce qu'on n'a pas les données dessus. Ce qui ne veut pas dire que... donc par exemple quand je fais ces calculs de terres potentielles en disant on enlève les terres sur lesquelles il y a des stocks de carbone et de biodiversité importante, etc., il nous reste un pool de terre. Je ne considère pas que ce pool de terre est un endroit sur lequel il faudrait faire de l'agriculture. Ce que je dis juste, c'est, vous pensez qu'il y a tout ça, moi je peux vous dire qu'il n'y a en tout cas pas plus que ça. Après, l'intérieur de ce qu'il y a dans cette barre, le seul moyen de savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment et qu'est-ce qu'on peut en faire, c'est de passer au niveau local. Et alors là, on doit aller au niveau local et voir hectare par hectare, qu'est-ce que c'est cet hectare, est-ce qu'on peut le cultiver ou pas, qui est d'accord, qui veut bien, qui veut le cultiver, qui veut pas le cultiver. Et donc, c'est la limite de ce qu'on peut faire à une échelle un peu large. On ne peut pas dire tout ce qu'il y a à l'intérieur est libre d'accès, allez-y, mais on peut dire, en tout cas, vous ne trouverez pas plus que ça. Ce qu'il y a à l'intérieur,
moi je ne vous conseillerais pas de développer des champs de soja partout sur ces endroits-là. Mais ça, c'est une question différente. C'est une question qui doit être résolue à une échelle locale. Oui. Bonjour, merci pour votre présentation. Je suis anthropologue, donc je ne suis pas dans les mêmes niveaux, on parlait des échelles là maintenant. Et j'avais deux remarques ici. Il y a deux dimensions, effectivement pas tout précisément vu, mais deux dimensions qui me semblent ne pas être présentes dans votre exposé. D'une part, celle politique, vous en avez vraiment parlé, mais parler de l'accès à la hauteur sans mentionner les questions d'inégalité à ces activités, ça me semble vraiment crucial. D'autant plus qu'il y a des études qui démontrent que pour une même proportion ou même des mêmes dimensions de terre, réparties en petites parcelles et utilisées par des petites paysanneries, a un bien meilleur rendement. Donc ça renvoie aux questions d'agroécologie, etc. Probablement le discuteur va aborder, mais ça me semble fondamental à questionner, d'autant plus que dans votre exposé, vous démarrez en défendant, entre guillemets, une agriculture commerciale à large échelle, et c'est de trouver quelles sont les deux issues, celle de l'expansion, celle de l'intensification. Vous allez loin dans ce développement, en démontrant par des modèles, etc., jusqu'où on peut aller, tout en montrant leurs limites. Mais la dimension, c'est la deuxième dimension qui me semble manquer, c'est celle des acteurs, et je pense que ça rejoint celle de l'autre, mais les acteurs, on parle ici de consommation, on dit que la consommation, le besoin en consommation va augmenter, mais à la fois, qui seront ces acteurs de la production? Et là-dessus, on revient sur les questionnaires modèles fondamentaux de production de façon. Voilà. Oui, c'est un peu pour ça que j'ai dit au début que j'allais vous décevoir. Parce que quelque part, voilà, c'est un peu ça que je voulais dire au début. J'ai pris le pli de partir des tendances actuelles. Et ça, on peut les trouver pas belles, mais elles sont là. Et donc de dire, par exemple, toutes ces projections de production alimentaire supplémentaire, doubler la quantité de bouffe nécessaire en 2050, on peut remettre ça en question. C'est ça que je fais à la fin. Mais j'ai pris le pli de dire, voilà la situation actuelle, voilà les tendances actuelles qui sont projetées dans le business as usual, en disant, pour l'instant, c'est vers ça que le système va. Et donc d'explorer effectivement cette approche-là pour arriver à un certain moment à montrer les limites. Donc pour les gens qui sont déjà convaincus que le modèle agrobusiness nous mène droit au mur et qu'il faut faire de l'agroécologie, probablement tout ce que j'ai raconté était inutile. C'est pour ça que j'ai dit que j'allais être un peu décevant. Mais je pense que c'est nécessaire de passer quand même par cette étape-là et d'explorer ça. Le problème pour moi, c'est, donc ça je l'ai pas mis, mais je l'ai mis là, je l'ai pas dit, mais je l'ai un peu mis là, c'est que il faut quand même toujours un petit peu naviguer, il faut naviguer entre, dans notre monde idéal, on ferait tous de l'agroécologie avec des petits agriculteurs qui se nourriraient eux-mêmes et qui nourriraient les villes en circuit court avec des paniers bio. Mais la tendance actuelle est... Non, mais la tendance actuelle est très, très éloignée de ça. Donc, je ne défends pas un modèle de compromis pour dire on va faire un compromis, mais on ne peut pas faire quelque chose d'efficace si on ne part pas à un certain moment des tendances qui sont à l'œuvre actuellement. Et de voir un petit peu vers où elles nous mènent et quelles sont les possibilités qu'il y a à ce niveau-là. Il reste qu'on va avoir 2 milliards d'habitants en plus dans des zones urbaines en 2050. C'est nouveau, c'est un chiffre, c'est une projection, ça dépend de ce que les acteurs en font, ça dépend de ce que chacun décide de faire. Hein. Mais en tout cas, dans la projection actuelle, c'est vers ça qu'on va. Est-ce qu'on pense qu'on va pouvoir nourrir ces 2 milliards d'habitants en plus dans les villes à travers une agriculture de circuit court dans des zones urbaines ou périurbaines? Ou est-ce qu'on pense qu'on veut aller vers une agroécologie mondialisée, où on a quand même besoin d'une agroécologie en Amérique latine pour produire
ce qu'on va manger en Chine et en Europe. J'en sais rien, mais je pense que c'est... Je réponds pas vraiment à la question là. Mais je pense qu'il y a un problème qui est lié, il y a une question qui est liée au mode de production, aux acteurs de la production, à la propriété des terres, à la distribution, aux revenus, etc. Mais indépendamment de ça, même s'il peut être largement réduit grâce à ces facteurs plutôt de type sociaux et politiques et culturels et anthropologiques, il restera un problème de quantité de terres et de production, d'expansion agricole. Je pense qu'avec les tendances en termes de population, et ça on peut avoir un effet dessus, mais on ne va pas avoir un effet massif sur ces tendances de population d'ici à 2050, et les tendances actuelles de consommation sur lesquelles il faut faire plein de choses, mais même en ayant un effet énorme sur les modes de consommation. Je veux bien revenir à mon slide du tout début. Même si on réduit ça de quart ou de moitié, ou même divisé par 10, on va le voir, et il reste un enjeu aussi à ce niveau-là. Donc il reste un enjeu de réfléchir à si on a besoin de terres de culture supplémentaires, où est-ce qu'on va les mettre? Si on a besoin d'intensifier la production, comment est-ce qu'on va le faire? Donc ça reste un enjeu qui est en partie indépendant de l'enjeu de la distribution et de l'accès de la sécurité alimentaire et des modes de consommation. En partie. Je vois lui qui n'est pas content, mais en partie. Il est en partie entièrement lié, mais en partie, il est en partie séparable aussi. Bref. Toujours pas une nouvelle question. J'ai une autre question qui permettra peut-être de répondre aux questions. Parce que, pour finir, j'ai l'impression qu'entre ta conclusion et ton exposé, il y a un truc qui me chipote, que j'essaye d'identifier depuis le début du débat, et je pense que je mets un peu le doigt dessus, c'est que il y a deux registres en fait de discours, parce que c'est pas les mêmes problèmes qu'on cherche à résoudre dans tout le développement que tu fais dans la première partie pour augmenter en fait la quantité de terre qu'on peut exploiter, et la conclusion tu dis oui, ils n'arrivent pas à avoir la souveraineté alimentaire et le respect de l'écologie, mais est-ce que c'est vraiment le but? Dans toute la première partie, l'augmentation est liée à des impératifs écologiques. Si on veut faire des grosses monocultures de soja au Congo, on ne va pas me dire que c'est pour la souveraineté alimentaire du Congo ou pour qu'il y ait moins de malnutrition. Donc ce n'est pas les mêmes objectifs. Et ces objectifs-là, quelqu'un qui veut faire du pognon en faisant des grosses monocultures de soja au Congo, il n'y a pas vraiment... Enfin, ça va marcher. De toute façon, il va y arriver. Quoi. Donc son modèle n'est pas falsifié du fait qu'il ne remplit pas les objectifs écologiques et sociaux qui, ça, correspondent peut-être à ce que toi, tu voudrais que ça se passe. Mais du coup, il y a un peu un décalage, quoi, non? Je suis d'accord, hein, je comprends tout à fait bien le paradoxe, et je me débat avec aussi depuis un certain temps et en faisant cette présentation, mais le problème c'est que c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux. On a actuellement, je retiens les chiffres, je ne sais plus, 2 milliards de personnes en plus qui sont bien nourries qu'il y a 40 ans. Une bonne partie de ces 2 milliards de personnes sont des gens qui vivent en ville et sont des gens qui consomment ce soja qui a été produit de façon industrielle au Brésil et en Argentine. Donc la question de la dissociation, elle se fait pour la fraction de la population qui est la fraction la plus pauvre, qui vit en bonne partie dans les zones rurales, mais de plus en plus dans les zones urbaines aussi, et en 2050 ce sera encore plus dans les zones urbaines. C'est 800, 900, 1 milliard de personnes, 900 millions à peu près, de gens qui ont vraiment un problème énorme de sécurité alimentaire. Pour ces 900 millions de personnes-là, ton gros producteur de soja industriel,
il peut remplir l'entièreté du Congo de soja, ça ne va pas résoudre leurs problèmes. Je suis entièrement d'accord. Et ça ne va pas résoudre leurs problèmes parce que simplement, ces gens ne constituent pas, pour cette fraction, la fraction de ces gens qui habitent au Congo, oui, probablement, peut-être. Mais ça ne résout pas leurs problèmes simplement parce que ces gens ne constituent pas un segment de marché intéressant pour eux. Ils n'ont pas de revenus pour acheter de la nourriture. Donc on peut produire toute la quantité de nourriture qu'on veut, ça ne va pas résoudre le problème. Il y a 1,5 milliard de personnes qui mangent trop mal, qui sont obèses et qui ont des maladies, qui mangent trop de sucre, trop de graisse. Mais entre les deux, on reste avec un petit 4,5 milliards de personnes qui malgré tout mangent, dont une certaine partie de ces 4,5 milliards n'avaient pas assez à manger il y a 40 ans. Et maintenant, ils vivent en ville pour une bonne partie, ils travaillent en dehors de l'agriculture et ils achètent de la nourriture au supermarché. Mais il y a aussi des gens qui, il y a 40 ans, avaient une souveraineté alimentaire et à cause des grosses monocultures de soja, pour reprendre cet exemple, sont maintenant dans la misère et dans la capacité de s'alimenter. Donc c'est un peu comme le truc des forêts, quoi. Mais ce que il y a certains pays où ça va mieux, mais je pense que la distinction, elle est à ce niveau-là. La distinction, elle est sur le fait que tu peux opposer les intérêts des 900 millions de très pauvres aux intérêts des grands capitalistes producteurs de soja. C'est vrai, ils ont des intérêts très différents et ils sont probablement en conflit, ouverts ou fermés, les uns avec les autres. Mais en faisant ça, tu oublies les 4 milliards de personnes qui sont nourries par ces gros industriels qui font du soja. Oui, mais qui pourraient être nourris par d'autres. Qui pourraient peut-être être nourris par d'autres, c'est pas une nécessité ontologique, mais ça je suis d'accord, ils pourraient être nourris par d'autres, mais le fait est qu'il y en aura 2 milliards en plus en 2050 de ces gens-là, et pour l'instant, la seule chose qui est en train de les nourrir, c'est ça. Donc tu peux, ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas, enfin tu peux décider, c'est un choix tout à fait normatif, tu peux décider qu'on va changer de modèle c'est plus que agro, hein, puisqu'il y a plein d'autres choses là derrière. Il y a des matières premières, il y a du bois, il y a de l'énergie, etc. Et donc on peut changer de système d'utilisation du sol pour transformer vers un système qui va être plus favorable à ces 900 millions de personnes qui n'ont rien à manger pour l'instant. Mais c'est un choix normatif. Moi, personnellement, j'estime que tu ne peux pas vraiment faire ça en laissant tomber les 4 milliards d'autres qui sont sur le côté. Donc c'est ça mon souci, c'est quel est ton système qui va permettre non seulement de nourrir ces 900 millions de personnes, mais les 6, puisqu'il y a aussi les 1,5 milliard qui mangent trop. Mais voilà. Oui, mais là tu poses une alternative qui est un peu... Oui, mais c'est un bon constat. Il faut pas retourner en campagne, ces gens-là. Le mouvement d'urbanisation va continuer. Il va continuer. Il y aura 80% des gens. Pour s'en sortir. Ou alors il ne va pas continuer. Mais alors s'il ne va pas continuer, si on veut, on a 80. Bon, de nouveau, c'est les projections. Moi, j'aime pas. Je définis pas le monde qui va arriver en fonction des projections. Je dis juste, si la projection est un tel, si vous voulez qu'elle soit différente, il faut faire quelque chose pour qu'elle soit différente. Il faut avoir une option, une solution, un levier sur lequel pousser. Sans pousser sur aucun levier autre que ceux que les gens sont en train d'actionner pour l'instant, on aura 80% de la population qui va vivre en ville. Est-ce qu'on peut faire une agroécologie qui est intensive en force de travail avec 5% d'agriculteurs qui vont nourrir les 95% d'autres? Si c'est possible, tant mieux. Si c'est pas possible, alors quel modèle on va trouver dans lequel on n'a pas uniquement de la force de travail, mais on va quand même nourrir des gens qui habitent en ville, potentiellement à des milliers de kilomètres de l'endroit où on va se procurer où leur nourriture va être produite. En tout cas, s'il y a encore 1,5 milliard d'habitants en Chine, il n'y a pas de terre agricole pour nourrir 1,5 milliard d'habitants en Chine.
On peut faire de l'agriculture urbaine, on peut faire plein de choses, mais il faut être plus convaincant que ça. Je ne dis pas que je n'ai pas envie d'être convaincu, j'ai envie d'être convaincu. Mais je dis juste qu'il faut arriver avec quelque chose qui est très solide si on veut ébranler ce modèle-là. C'est ça que je veux dire. Si j'essaie de faire une projection là-dedans, toute cette agriculture industrielle est, je parle de détail, très dépendante des énergies, en particulier des énergies fossiles. Si je fais l'hypothèse idiote, si je fais l'hypothèse que les énergies fossiles, on ne va plus en avoir pour une raison ou pour une autre, cette agriculture intensive va s'effondrer par manque de ressources énergétiques. Et donc, dans le modèle où 4,5 milliards dans les villes sont nourris par ce modèle, ces 4,5 milliards vont être à la famine. Oui, peut-être, je sais, oui. Est-ce que c'est un problème? Oui, est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans ce cas-là, en se disant, voilà, ça va... Oui, mais d'accord, mais alors est-ce que le modèle, c'est on attend que ça s'écroule, comme ça après on pourra faire... C'est ça la question, c'est ça ma question. C'est sympa, mais... c'est ça ma question. On va voir ça à ce qui s'est passé à Cuba, par exemple, qui a dû, avec la fin de l'embargo, avec la chute du bloc soviétique, etc., mettre des choses en place sur le plan agricole. Ils ne sont pas du tout encore dans une autosuffisance alimentaire, mais ils ont mis énormément de choses en place, des innovations agricoles, parce qu'il y avait cette nécessité. Et voilà, si ça vous intéresse, il y a énormément de références sur le sujet, mais il y a des choses, il n'y a pas que l'agroécologie. L'agroécologie est effectivement une issue qui s'explore énormément pour le moment. La permaculture, etc., sont en train de démontrer des possibilités de nourrir autrement. Et je reviens avec ces chiffres, je n'ai malheureusement pas les chiffres, mais quand pour des superficies agricoles semblables, l'agro-industrie comparée à la petite paysannerie produit plus. Et c'est des institutions internationales qui l'ont développé. Donc on est dans du relativement fort. Oui, non, bon, il y a beaucoup de nuances dans cette question-là que je ne vais pas rentrer dedans. Grosso modo, ça c'est assez vrai. Enfin, bref. Il reste une question Enfin bref, voilà, moi je suis tout à fait d'accord, je suis enthousiaste et j'ai envie d'être convaincu, mais ce que je voudrais c'est qu'on passe le temps à construire ces chiffres. Donc c'est pour ça, voilà, je l'ai dit dès le début, que ça allait être une présentation décevante, parce que je voulais arriver quand même à quand même creuser ce sillon, parce que je pense que c'est important de pas juste dire on va changer de système et on va faire autre chose et on a des expériences pilotes. Il faut à un moment arriver à imaginer une transition de ce système-là vers autre chose, parce que la transition c'est soit l'option de Louis, soit autre chose. Personnellement, l'option de Louis, je la trouve pas très réjouissante, donc il faut, pour penser une transition, tu dois avoir le point d'arrivée en ligne de mire, et tu dois avoir le point de départ aussi, et tu dois pouvoir imaginer le chemin qui va te mener de l'un à l'autre. Donc je pense que c'est important de prendre le temps de bien comprendre, ça c'est ce qui se passe actuellement. Oui. Il y avait deux aspects. Oui, juste un petit point. L'autre raison, c'est que c'est vrai que j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je vais faire un séminaire sur l'agroécologie et la sécurité alimentaire? Je me suis dit que Olivier Descuter savait mieux que moi, et que donc il valait mieux que je lui laisse la deuxième partie de l'exposé, et que moi je passe des choses, et que je prenne le rôle du méchant, histoire que lui après puisse prendre le rôle du gentil. Je pense que c'était un peu ça mon objectif aussi. On reconnaît la beauté du geste. Ça a marché. Je reviens sur un point un peu plus technique, mais qui me semble important. Tu as beaucoup exposé sur la partie sol disponible ou potentiellement disponible, la réalité, etc. Tout ça, c'était excessivement important. Et sur l'intensification, tu étais beaucoup moins clair, beaucoup plus bref. Alors on a parlé d'effet rebond d'intensification. Dans le domaine, ça peut être salutaire. Qu'en est-il?
Et est-ce qu'il est possible d'intensifier l'agriculture actuelle, là où elle est intensifiable, je ne parle pas de chez nous, je parle d'autres endroits, sans importer l'énergie? Donc je rebondis sur la question de lui en disant, est-ce qu'il y a moyen d'intensifier aujourd'hui sans apporter de l'énergie? Est-ce qu'on peut faire plus sur un sol au milieu de l'Afrique et cultiver à la main, entre guillemets, avec la force animale? Est-ce qu'on peut faire plus sans injecter de l'énergie? Oui. Et combien? Est-ce que ce sont des chiffres? Est-ce que c'est 10%? Est-ce qu'on peut multiplier? Est-ce qu'on peut arriver à des valeurs qui sont La vraie réponse... Oui, sans effet. L'énergie au sens large, que ce soit possible ou pas. Il y a toujours le soleil, évidemment, il y a toujours le soleil. C'est-à-dire qu'on met, je dirais, un élément externe qui soit produit à partir de fossiles ou à partir de renouvelable. La réponse, c'est il y a plein d'expériences pilotes ou d'endroits ou de zones où on fait plein de choses différentes, l'agroécologie, la permaculture, etc. Donc on a plein d'exemples comme ça, on peut faire des calculs sur tous ces exemples-là. La vraie question, c'est que si on veut généraliser ça et passer à quelque chose de plus large échelle, pas de plus large échelle, ça veut dire un plus grand champ, ça veut dire plein de petits si on veut, mais la vraie réponse, c'est on ne sait pas vraiment. Et une des raisons pour lesquelles on ne sait pas vraiment, c'est qu'on ne fait pas assez de recherche dessus. Et parce que la recherche agronomique se concentre sur les choses dont j'ai parlé et pas sur la recherche en agriculture biologique ou en agroécologie ou en permaculture. Le jour où on met les mêmes moyens pour faire de la recherche dans ces domaines-là, jusqu'où on peut aller par là, eh bien, beaucoup plus loin que ce qu'on fait maintenant, sûrement, mais on ne sait pas. On ne sait pas quel est le réel potentiel de l'agroécologie parce qu'on ne l'a pas encore assez exploré. Donc la réponse est là aussi. Maintenant, il faut... enfin, je ne sais pas, c'est vous les énergéticiens, mais l'énergie, ça se transforme, mais on ne la suce pas de son pouce non plus. Donc, il y a l'énergie solaire, qui est mal utilisée, donc on peut améliorer l'efficience de plein de choses. Il y a de l'énergie fossile, ou si on en veut moins, on en veut moins. Il y a de la force de travail humaine. Et la force de travail humaine, c'est jamais que de l'énergie agricole qui est recyclée aussi. Hein. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que on n'en sait rien, parce que la question c'est pas la question c'est le rendement de ta machine, quoi. Par rapport à l'énergie que tu veux injecter au début. Si tu veux réduire l'énergie que tu injectes au début, combien d'énergie tu peux récupérer à la fin? Et le rendement de la machine, il dépend entre autres de la technique de ton outil. Et donc c'est là que ça revient au fait qu'on n'en sait rien parce qu'on n'a pas fait assez de recherche encore sur des techniques d'agriculture qui sont différentes des techniques industrielles modernes pour savoir jusqu'où on peut aller. Ça c'est ma réponse. Oui, mais je pense que Philippe Barret dira la même chose que moi. Philippe Barret dira injecter de l'argent dans la recherche en agroécologie et dans 10 ans on pourra vous dire jusqu'où on peut aller. Mais pour l'instant, on a des études, hein, on a quelques belles études comme ça qui comparent les rendements dans des systèmes d'agriculture biologique ou d'agroécologie ou des choses comme ça, avec des rendements dans des cultures conventionnelles. Actuellement, la réponse actuelle, c'est si tu mets tout ensemble, tu regardes différents types de cultures, grosso modo, la meilleure synthèse que je connaisse montre que sur des produits de type horticulture, fruits et légumes, etc., on peut arriver à peu près à des rendements équivalents. Sur des produits de type grande culture, céréales, etc., on arrive dans l'agriculture bio, des choses de l'ordre de 80% des rendements conventionnels. Mais la réponse qu'on donne à ça, c'est oui, mais en agriculture conventionnelle, on sait qu'on a déjà poussé très 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 loin. On est toujours à 1% de rendement, d'augmentation des rendements par an, mais ça commence à stagner un petit peu. Par contre, de l'autre côté, on ne sait pas où est le Et moi, les références de la nourriture. Oui, c'est Verena Seufert et Navin Ramayuti. Oui, je peux l'envoyer. Moi, je veux bien aussi. Ouais. Mais si tu me l'envoies, éventuellement, je peux le diffuser. Ah oui. Oui. Peut-être une petite question comme ça. La première, c'est surtout le slide qui suit, si je me souviens bien, lorsqu'on parle
local farming to la tendance constatée. Quelle est la taille, géographiquement parlant, du local farming? Est-ce que c'est environ 30 km, 60 km? Comment vous avez pu apprécier ça? Voilà, tout à fait. Et alors, un slide qui suit avec la Russie notamment, où sont formés les gens qui travaillent c'est un peu flagrant, un peu même impressionnant. Et alors la troisième question qui me ramènera peut-être au temps, est-ce qu'il y a des systèmes de régulation, comme tu as posé la question tout à l'heure, où finalement des espaces humains ou des pays même peut-être ont commencé à comprendre qu'il ne fallait pas externaliser au maximum ce problème pour arriver à ce qu'on appelait à l'époque en développement régional du développement endogène ou un peu plus endogène. Voilà, c'est un peu les trois questions. Ça fait beaucoup de questions. Là, on n'a pas d'échec. Là, ce qu'on voulait faire avec ce graphe, c'était un peu résumer une espèce de tendance dominante en montrant surtout qu'il y avait plein de dimensions différentes, que dans la réalité, c'est rare qu'on passe de ça à ça. Mais dans la réalité, on peut passer de ceci vers quelque chose d'autre, mais en conservant. C'était des dimensions qui étaient séparées, qui sont différentes. On peut faire de l'agriculture aux États-Unis. J'en ai discuté avec un agriculteur américain il y a quelque temps. Il disait, nous, on fait tous de l'agriculture familiale. Mais bon, on a 10 000 hectares. Donc ces dimensions sont en partie indépendantes, mais que malgré tout, la tendance actuelle, c'est souvent qu'elles bougent chacune dans cette direction-là. Donc on n'a pas de limite claire ici. Ça veut dire des marchés plutôt internes au pays, jusqu'à la ville voisine ou quelques villes voisines ou des choses comme ça. Les économistes de la Banque mondiale. C'est une question qui est terrible. Non, mais c'est bon. Les économistes de la Banque mondiale, ils croient ce qu'ils ont envie de croire, c'est tout. Donc, ici, ils sont arrivés avec un problème. On doit produire plus, on doit être dans les zones de culture, et avec en plus un double problème, puisque ce type de scénario, ils ont commencé à travailler, ça a commencé à travailler là-dessus avec la crise agricole et puis financière en 2007-2008, avec aussi des investisseurs qui cherchaient des endroits où mettre leur vie, puisque les placements financiers, ça ne marchait plus. Et donc toute cette histoire de land grab et d'acquisition des terres, etc. À partir du moment où les investisseurs ont commencé à se lancer dans cette aventure-là, les économistes de la Banque mondiale ont voulu être bien intentionnés. Ils se sont dit, il y a des investisseurs qui cherchent des terres pour remplir le Congo de champs de soja immenses. Est-ce qu'on peut leur proposer des endroits où ça ne fera de mal à personne? Donc ils sont arrivés avec ça. Et ça c'est fait très simplement. C'est les gens liés à ça, ils ont fait ça. Ils ont pris une carte du monde, ils ont retiré toutes les forêts denses. Ils ont retiré les cultures, mais sur leur carte de culture, les cartes de culture qui sont faites avec des pixels de 1 km de côté, etc. Donc les petites mosaïques de champs en Afrique, c'est considéré, c'est hors de la carte, ils ne savent pas capturer ça sur leur carte. Ils ont retiré les zones protégées, ils ont retiré les zones sur lesquelles la densité de population était supérieure à, je ne sais plus très bien, 50 habitants par kilomètre carré, quelque chose comme ça. Ils ont retiré les zones qui sont impropres à la culture. Et il reste ça. Et donc ils se sont dit, allez là, si vous voulez aller quelque part, allez là. Donc voilà, après, c'est l'utilisation qu'on en fait. Si on discute avec eux, ils vont dire qu'on a fait cette carte, ça ne veut pas dire que toutes ces zones-là sont libres et qu'il n'y a personne, mais c'est ce qu'on pouvait faire de mieux. Maintenant, dans la réalité, ces cartes, elles sont utilisées par les investisseurs aujourd'hui, qui, eux, ils ne se privent pas pour utiliser ça et envoyer leurs éclaireurs dans les zones qui sont pleines de gros pixels verts. Donc voilà. Et la troisième question, c'était le déplacement, les transitions, etc. J'ai un cas de transition forestière assez intéressant. Il y a le aussi au Vietnam. Oui. Qui est quand même intéressant.
qui est l'Inde, qui est là. Où on a le même genre de transition, déforestation et puis reforestation, hein, comme en Chine, comme au Vietnam, comme au Costa Rica, etc. Mais c'est le seul cas qui ne bascule pas vers un déplacement d'utilisation du terre à l'étranger, des importations de plus en plus importantes. Et quand on décortique un petit peu le bilan des imports, des exports dans les différents produits agricoles, forestiers, etc., en gros, l'élément essentiel, c'est qu'ils n'importent pas de viande, puisqu'ils mangent pratiquement pas de viande, et ils exportent énormément de produits laitiers. Ils inondent le Moyen-Orient et la Chine et l'Afrique de produits laitiers, puisqu'ils cultivent des vaches, enfin ils élèvent des vaches, mais ils ne les mangent pas, et ils font du lait. Donc là, on peut parler quand même de quelque chose qui c'est pas entièrement un développement endogène, puisqu'ils exportent beaucoup, ils reçoivent des sous pour ça, mais où il y a quand même une démarche, enfin quelque part un résultat qui arrive à une utilisation du sol dans lequel on a une restauration des forêts, en tout cas sur un certain nombre de terres, et sans déplacement de terres vers l'étranger. La courbe du dessus, c'est quoi? C'est les surfaces agricoles. En fait, ça montre que dans beaucoup de ces pays, on a une croissance des deux, les surfaces forestières et agricoles en même temps, parce que c'est comme dans le cas de l'Irneux, dont j'ai très très brièvement mentionné, c'est ce qui est au milieu qui est avalé. Donc, c'est-à-dire ce qui est au milieu, c'est comme c'est des terres agricoles aussi dans une bonne partie, mais qui ne sont pas capturées par cette courbe-là, qui sont les données de la FAO, qui mesurent les terres de culture permanentes qui sont inventoriées. Et ce qui est avalé entre les deux, c'est les terres d'agriculture sur brûlis, d'agriculture non permanente, de jachère, de veines battures, où on emmène des troupeaux, etc. Et c'est ça qui est généralement balayé entre les deux, entre l'agriculture permanente, intensive. C'est pas forcément à grande échelle, hein. Ça en Vietnam, c'est que des petits paysans familiaux et les forêts. C'est que des petits paysans familiaux. C'est pour reprendre mon exemple des cultures de café, pour reprendre la question précédente. Les petites minorités ethniques qui sont très pauvres et qui sont rejetées de plus en plus loin dans la forêt, une partie d'entre eux fait probablement partie des 900 millions de personnes qui n'ont vraiment pas grand-chose à manger, qui sont les plus pauvres des pauvres. Et ceux qui les poussent de plus en plus loin dans la forêt, sur des terres de plus en plus marginales et pentues, etc., ce sont les cultivateurs de café. Les cultivateurs de café, ce n'est pas des grands business agro-industriels qui produisent du soja et qui n'ont jamais vu un champ de leur vie. Les agriculteurs qui construisent, qui fabriquent du café, c'est des petits paysans vietnamiens qui, il y a 20 ans, crevaient de faim. Et qui sont des sous-traitants de cet business. Oui, oui, bien sûr, ils vendent leur café. Non, c'est pas des. Oui, c'est des agriculteurs. Oui, donc ils ne consomment pas les produits de leur ferme. Enfin, si, ils cultivent toujours des trucs sur le côté, hein, mais le gros de leur revenu, c'est du café. Ce café est bu ici. Pas tellement ici, oui, ici, peut-être ici, mais bon, au Vietnam, c'est le Robusta vraiment très très bas de gamme, hein, c'est le café soluble, etc. Il reste que leur sécurité alimentaire, dans les conditions actuelles, vient du buveur de café mondialisé et de cette espèce de chaîne de supply chain qui traverse les continents et de l'expansion de ces cultures de café qu'on ne mange pas et qui ne contribuent en rien à la sécurité alimentaire directement. Mais donc, tu peux opposer le petit pauvre paysan au grand cultivateur de soja, mais dans la réalité ici, c'est pas aussi clair que ça. Même si je suis d'accord, derrière il y a des grosses compagnies qui font le plus gros du profit sur le café. Donc le plus gros du profit, c'est pas le petit cultivateur de café qu'il a, mais il reste que malgré tout, il sait nourrir sa famille. Ouais. Je reviens sur les cours précédents que tu as montrés pour l'Inde, entre autres.
Est-ce qu'il n'y a pas une moindre utilisation de la forêt pour des raisons énergétiques? Est-ce qu'il n'y a pas derrière tout cela aussi oui, il y a une transition énergétique qui pourrait expliquer le fait que la forêt augmente? J'en ai pas parlé, je crois. Malheureusement, c'était une erreur de ma part, mais c'est aussi tout à fait un élément très important en général dans toutes les transitions forestières qu'on peut expliquer, surtout évidemment en Europe au 19e siècle. La transition énergétique, c'est un facteur tout à fait. Quoi, parce qu'on arrête d'utiliser le charbon, on peut utiliser le pétrole? Non, parce que on arrête d'utiliser le charbon de bois, on commence à utiliser le charbon de sol. Charleroi, du coup, on a pu laisser les arbres grandir puisqu'on a mis du charbon dans le sous-sol. Oui, donc si c'est vrai, alors c'est un faux bon exemple, quoi, là. Parce que s'il diminue sa consommation, c'est la déforestation passive. C'est un déplacement vers d'autres secteurs. C'est un déplacement vers d'autres secteurs. C'est un double effet, en fait, l'effet énergétique, parce qu'il y a un déplacement. En plus de ça, particulièrement en Europe, actuellement, ça c'est moins le cas, mais c'est quoi que en Chine, etc. C'est un double effet de consommer moins de bois de chauffage, donc d'avoir moins besoin de petits taillis et de zones de broussailles, mais d'avoir besoin de beaucoup plus de bois de construction, y compris pour les mines, les chemins de fer, etc. Et donc d'encourager la plantation de sylviculture de façon plus gérée et plus exploitée. C'est un double effet de la transition énergétique. Puis moi, je voulais vous demander en fait pour la question de l'expertise. J'ai l'impression que vous allez dans le sens de plus de recherche. Vous évoquiez Philippe Barré en disant oui, il proposerait aussi qu'on fasse de la recherche, etc. pour trouver de nouvelles solutions. Mais est-ce qu'on ne peut pas se fier quand même à une expertise traditionnelle? Est-ce que vous balayez toute l'expertise traditionnelle en disant elle est peu soucieuse de l'écologie parce qu'on était dans une perspective où la nature avait des ressources infinies? Parce que moi, il me semble que justement pour établir sur des expertises traditionnelles, pour avoir des alternatives, on n'a pas à tout réinventer. Il y a telles choses qui sont quand même très intéressantes, enfin, notamment les petites parcelles, etc. L'agriculture familiale, bon, alors bien sûr il faut combiner ça avec la question de savoir si on veut vivre comme on vivait autrefois et voir comment la population se déplace vers les villes et vers les mers aussi. Massivement, on voit bien qu'il y a un déplacement de population. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même à aller rechercher une expertise traditionnelle et à la combiner avec une expertise de type plus scientifique? Oui, mais quand je parlais de recherche, c'est de la recherche au sens large. Ça ne veut pas dire mettre plus de gens dans des laboratoires pour faire de l'agroécologie. Ça, c'est fait de la recherche en agroécologie. C'est une bonne partie de la recherche dans ce genre de domaine. C'est ça aussi, c'est aller rechercher des savoirs locaux, essayer de comprendre comment ils fonctionnent, de les combiner avec de l'expertise plus scientifique. C'est de la recherche en sciences sociales aussi pour essayer de justement comprendre comment est-ce qu'on peut transférer une expérience pilote vers des autres régions ou des échelles plus larges ou dans d'autres types de contextes, etc. Donc c'est de la recherche au sens large. Par contre, j'ai une autre question, l'agriculture sur brûlis, moi je ne savais pas que c'était encore très répandu, c'est encore très répandu, parce que écologiquement, je pense que c'est quand même pas extraordinaire, ça appauvrit très fort le sol, non? Non, en fait c'est... Ça fertilise à court terme, mais ça appauvrit à long terme, non? Le brûlis en lui-même, pas. La seule chose qui appauvrit le sol sur le long terme, c'est qu'on cultive. Et donc, à un moment, on doit restaurer la fertilité de ce sol, soit en mettant des engrais chimiques, soit en utilisant des techniques plus de type agroécologie, des portes de couverture, des légumes fixateurs d'azote, des choses comme ça, soit en laissant une végétation naturelle se redéployer sur la zone. Donc, en soi, ce n'est pas une technique qui est mauvaise, c'est la technique avec laquelle l'humanité a survécu quand même pendant quelques milliers d'années, donc on peut dire que c'est assez durable. Il y a une question de densité de population. C'est clair que plus la densité de population augmente et on doit nourrir des gens sur une surface, plus les jachères deviennent courtes, les rotations deviennent de plus en plus courtes, et donc à ce moment-là, on ne peut plus restaurer la fertilité. C'est restaurer la fertilité et tuer les adventices en général. C'est à la limite presque plus tuer les adventices parfois que les problèmes. Avec de la régénération naturelle, donc on doit passer à autre chose, une agriculture de type plus permanent, que ce soit moderne ou postmoderne, je vais dire.
Et il y a une question politique aussi. Au Vietnam, je pense qu'on arrivait quand même à un certain moment aux limites du système, mais au Laos et au Cambodge à côté, on a banni l'agriculture sur brûlis, et l'agriculture sur brûlis est devenue non durable, en partie à cause des politiques forestières qui ont fait qu'on a clôturé des espaces de forêt. Donc on a concentré les zones agricoles sur des plus petites surfaces, et donc faire de l'agriculture sur brûlis et des rotations de jachères sur des plus petites surfaces est devenu quelque chose qui a appauvri les sols parce que la jachère était trop courte. Donc dans ce cas-là, l'agriculture sur brûlis est devenue un système qui dégradait l'environnement, mais pour des raisons politiques quand même essentiellement. C'est combien d'années une jachère normale qu'on fait sur brûlis? Ça dépend. Ça dépend de la densité de population, ça dépend du mode de culture. Dans les jachères très très longues, on fait 50 ans, on fait 100 ans, on fait des jachères de 100 ans. Donc, il n'y a plus beaucoup d'endroits dans le monde où on arrive à faire ça. Mais il y a des endroits au Vietnam comme ça où on fait des jachères de 2 ans. 2 ans, il faut commencer à faire quelque chose, il faut amener un peu de la fumure organique, 2 ans, mais c'est tellement hétérogène, ça dépend tellement du type de sol, de ce qu'on fait, etc. C'est impossible de généraliser. Il n'y a pas une durée de jachère minimum qui n'est pas durable, ou des choses comme ça, on revient de ça. Ok, merci beaucoup Patrick, je pense qu'on peut t'applaudir.